Ah, bonjour tout le monde. Notre technicien était parti au petit coin. On recommence le truc, hein, ouais. On porte-nous la musique. On recommence ça. Alors, donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à Franchement les Tourneaux. Alors, c'est la première fois que ça nous arrive. Que voulez-vous? Alors, j'étais en train de dire que nous recevons cette semaine à notre émission Denis Trudel, notre ex-député. Voir un peu comment il va, Denis, puis peut-être jaser avec lui d'actualité politique, de la conjoncture, qu'est-ce qu'il parle. On le devine, là, qu'est-ce qu'il pense de l'avenue du Roi-Charles, qui était à Ottawa hier pour présenter le discours du trône. Je reviendrai là-dessus dans mon éditorial, là, mais disons que c'était assez quelque chose d'entendre le roi d'Angleterre venir nous dire comment au Canada, on va prioriser l'économie, le pétrole, le pétrole, l'environnement. On dirait que soudainement, depuis l'arrivée de Donald Trump à Washington, la question environnementale est complètement disparue du radar. C'est comme s'il n'y avait plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est comme s'il n'y avait plus d'enjeu entre la pratique des humains, de la production industrielle, la façon dont on consomme, on organise nos vies versus le réchauffement de la planète. Non, il n'y a pas de cause à effet. Alors ça reste quand même quelque chose d'assez troublant. D'ailleurs, hier, Patrick Bonnin, qui faisait son entrée au Parlement canadien, comme député du Bloc québécois, Patrick Bonnin, l'ancien porte-parole de Greenpeace, a fait une sortie assez remarquable sur la question justement environnementale. Et il a rappelé que si M. Carney là, va de l'avant avec ce projet d'oléoduc qui amènerait éventuellement à exporter vers de nouveaux marchés, vers l'Europe, le pétrole et le gaz, qu'il allait rencontrer le député et le Bloc québécois sur son chemin. Surtout que François Legault, qui change de chemise à tous les jours, qui vire d'un bord, qui vire de l'autre, un pont, pas de pont, un tunnel, pas de tunnel, Maisonneuve-Rosemont, pas de Maisonneuve-Rosemont, pas de pipeline, là, finalement, il va peut-être avoir des pipelines. Alors, ça va être intéressant de voir comment tout ça va se débattre en fonction de ce que le gouvernement de M. Carney va mettre de l'avant. Mais disons qu'on n'avait pas besoin du roi d'Angleterre pour nous annoncer les priorités du gouvernement Carney, surtout qu'on le sait. L'objectif de M. Carney, c'était de dire, on va manifester notre souveraineté nationale. Ben voyons donc, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué le monarque au sud, hein? Le roi des États-Unis, qui lui a pas aimé ça, qu'on fasse venir l'autre roi. Le banquier qui, pas de bonne humeur après le roi américain, qui fait venir l'autre roi pour le renchausser. Et là, il a dit un matin, M. Trump, moi, le 51e État, c'est toujours sérieux, ma proposition. Puis le dôme doré, là, tu sais, la guerre des étoiles que Ronald Reagan mettait de l'avant dans les années 80, c'est reproduit en ce moment par Donald Trump. C'est une folie absolument incroyable. M. Trump dit, si vous devenez le 51e Américain, ça va vous coûter $0. Mais si vous êtes indépendant, ça va vous en coûter 61. Dans un contexte où, faut-il le rappeler, où Donald Trump est chumé plus que jamais avec Vladimir Poutine. Donc, un dôme doré pour se protéger d'une peut-être une guerre nucléaire, mais ça fait toujours partie des hypothèses, mais surtout dans un contexte où on essaie de tisser des alliances du côté des Américains avec la Russie, dans une guerre commerciale avec la Chine, c'est du grand n'importe quoi. Dans le fond, vous savez, ce à quoi ça sert d'annoncer de tels projets, comme la relance de l'industrie militaire. D'ailleurs, M. Carney a dit qu'on va augmenter le budget de la défense nationale pour atteindre peut-être 2,5, 3 %. Ça sert à faire fonctionner les usines américaines de construction de mitraillettes, puis de bombes, puis ça sert à soutenir l'industrie militaire un peu partout à travers la planète, alors qu'il y a la moitié de la planète qui crève de faim, alors qu'il y a des gens aux États-Unis qui n'ont même pas de logement pour se loger, puis c'est une réalité de plus en plus présente. On l'a entendu la semaine passée à notre émission spéciale sur la crise du logement. Au FM 103.3, on avait des invités qui nous expliquaient qu'il y a de plus en plus de personnes en situation d'itinérance à Longueuil,
dans toutes les villes du Québec, du Canada, que nos hôpitaux tombent en lambeaux, qu'on ne finance pas adéquatement le système d'éducation, le système des services de garde, avec une proposition qui a été faite récemment en négociation, qui n'est pas du tout à la hauteur des besoins pour les éducatrices en garderie. Mais on a de l'argent, par exemple, pour soutenir l'industrie militaire. On a de l'argent, évidemment, pour soutenir les grands projets. J'entendais Françoise David hier qui rappelait le 30e anniversaire de la Marche des femmes du pain et des roses. Et à juste titre, Françoise disait, c'est-tu drôle, mais quand il s'agit de mettre de l'argent dans Nordvolt, dans les projets miniers, dans les grandes industries, dans le secteur de la construction, de l'argent, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Puis en plus, non seulement il y en a, mais c'est pas une dépense, c'est un investissement. Les Kings? Les Kings? Ah ben oui, toi, je t'ai pas présenté encore. Hein? Allô, tout le monde. Marie-Ève Martel qui va être avec nous tout de suite après la pause. Les Kings de Los Angeles? Ben oui, absolument. Donc, alors que quand on vient pour parler d'éducation, de santé, des CPE, hop là, ça, c'est des milieux qui sont occupés principalement par des femmes. Alors, ben là, on n'est plus dans un investissement. On est dans une dépense, puis on endette l'État. Donc, c'est vrai qu'il y a encore des beaux principes d'équité salariale qui nous ont fait faire des avancées, mais il y a encore énormément de travail à faire pour, justement, atteindre l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes dans notre société. Prendre les 2 dernières minutes pour rappeler que le ministre du Travail, Jean Boulet, on a reçu plusieurs invités ce printemps qui nous ont parlé du projet de loi 89 qui va carrément débalancer le rapport de force entre les travailleurs et les employeurs. Le régime des relations de travail, c'est un régime qui est compliqué, mais qui repose sur des équilibres négociés en vertu du Code du travail, en vertu des conventions collectives. Là, le ministre met de l'avant un projet de loi qui va donner un rapport de force réel aux employeurs. C'est pas compliqué, le ministre est en train de dire, moi, je vais pouvoir intervenir dans un conflit privé et y mettre un terme. Là, il y a l'Alliance de la construction là, qui sort en grève en ce moment. Déjà, le ministre, ce matin, nous dit, je vais intervenir et le 89 n'est pas totalement adopté. Là. Les principes sont adoptés, mais il reste encore du travail à faire. Donc, le ministre nous dit déjà, je vais me mêler d'un conflit de travail privé dans l'intérêt des Québécois, des Québécoises, des intérêts économiques des Québécois, Québécoises. Vous êtes un travailleur, vous êtes une travailleuse, vous votez la grève, puis après ça, bien, ça se peut qu'un ministre au-dessus vous dise non, vous n'avez pas le droit de faire la grève, alors qu'on sait très bien que les normes internationales du travail, les décisions des tribunaux partout à travers le Canada et le pays sont très clairs là-dessus. Alors, on a un ministre du Travail qui, évidemment, a décidé, tout comme le premier ministre du Québec, de servir les intérêts des grandes entreprises. On prend une pause et au retour, Marie-Ève Martel nous fait sa chronique. On est retour à Franchement les Tourneaux et comme je l'ai mentionné avant la pause, on a Marie-Ève Martel qui va nous faire sa chronique. Marie-Ève, bonjour. Allô? Oui, et puis il y a Caroline Kislong qui est quand même avec nous, qui va nous parler après-midi 30. Alors, à suivre. Tu nous parles de quoi, Marie-Ève, cette semaine? J'ai le goût de revenir sur le départ de 2 journalistes de Radio-Canada qui se lancent comme YouTubeurs. Hein? Ça a fait de grand bruit il y a à peu près 2 semaines. Là, Alexandre Drolet à Québec qui a décidé de lancer sa chaîne Elle explique. Très bon nom en passant. Ben oui. Puis ça l'a vraiment défrayé les manchettes parce que c'est ça, Alexandre a 27 ans, excusez-moi. Puis elle a décidé de dire, je vais faire de l'information autrement. Elle était responsable, là, en fait, elle s'occupait d'avoir une chaîne vidéo sur Radio-Canada. Puis elle dit, je vais faire l'information autrement. Elle dit, là, ça s'en vient au Québec, je veux être parmi les pionnières, je veux faire ma place là-dedans. Un peu comme ce qui se fait déjà en France, là, avec certains influenceurs, journalistes qui décortiquent l'actualité. Puis, quelques jours plus tard, il y a Nicolas Femme aussi qui était à RAD, qui a annoncé se lancer sa chaîne YouTube, lui aussi, parce qu'il trouvait que le cadre de Radio-Canada est trop rigide. Donc, il dit, je veux faire du journalisme freestyle, je veux explorer tout ça. C'est la nouvelle mode, ça, là? On voit ça aux États-Unis, on voit ça... Bien, c'est ça. Il faut croire qu'il y a des journalistes qui ne croient plus aux médias ou qui veulent faire du journalisme autrement. Puis, je veux dire, c'est tout à fait normal. Les publics sont segmentés. C'est pas tout le monde qui écoute la radio, c'est pas tout le monde qui lit les journaux, c'est pas tout le monde qui écoute la télé. Donc, ça prend des journalistes et des personnes qui savent informer à peu près partout.
Oui, parce que les jeunes nous écoutent pas bien. Ben, moi, j'ai mon plus jeune, je le trouve peut-être qu'il est un peu baveux. Là. Des fois, il me dit on n'écoute pas ça, là, RDI, puis ton émission. C'est ton gars aussi, là. Oui, mais il est sur TikTok, puis il est sur ces bébelles-là, par exemple. Oui, bien c'est ça. Puis c'est plus en vieillissant que les gens se tournent vers les médias traditionnels. Tu sais, je veux dire, quand on a 20 ans, on ne s'intéresse pas nécessairement à tout ce qui se passe, puis c'est trop sérieux, puis on veut du divertissement, tu sais, tout ça. Tu sais, fait que c'est correct qu'il y ait des journalistes qui s'essaient, mais encore là, il va falloir voir est-ce qu'ils vont observer le même code d'éthique et de déontologie que les journalistes traditionnels, en guillemets, parce que c'est un peu ça la question. Si on trouve qu'un média comme Radio-Canada est trop rigide pour nous permettre de faire l'information qu'on veut, bien, est-ce que c'est parce que le média est trop rigide ou c'est parce que c'est le code de déontologie qui l'est? Parce qu'on peut faire de l'excellente information, mais ce code-là existe pour garantir une information de qualité au public, tu sais. Et là, dans ces entrevues, Alexandre Ouellette, elle disait justement... elle allait peut-être avoir du placement de produits dans ses capsules, puis elle va l'assumer. Puis elle est prête à dire, je ne suis plus journaliste, je vais être influenceuse. C'est correct, mais moi, comme personne, c'est sûr que je suis journaliste, mais est-ce que je vais trouver l'information aussi pertinente si je sais que tu es payé pour manger une pizza, comme son exemple? Elle dit, je vais pas vous parler pendant 15 minutes de la pizza, mais si je suis payé pour manger une pizza pendant mon émission, je vais le faire. Oui, mais là, on a vu aussi récemment, c'est les chroniques de Mario Girard dans la presse qui dénonçaient les entrevues commanditées à Bonsoir, Bonsoir, puis à d'autres émissions. Mais il y en a eu à Radio-Canada de ça. Exactement, et ce n'était pas identifié parce que, selon l'Ombudsman puis les normes de pratique journalistique à Radio-Canada, bien, vu que c'est pas une émission de journalisme ou d'affaires publiques, mais une émission de variété, c'était toléré qu'une entreprise commandite une entrevue où on parlait de ses produits et services. Donc, il y a une espèce de mélange des genres. Puis bon, ça, c'est des nouvelles façons, encore une fois, de monétiser l'information parce que on revient toujours au Moses de problème que de la bonne information, ça coûte cher à faire puis il n'y a plus personne qui veut payer pour ça. Donc, en créant des chaînes YouTube, bien là, on va aller dans un modèle de monétisation des contenus. Donc, il va y avoir des publicités sur YouTube. YouTube redonne une certaine redevance là, en fonction du nombre de clics. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des clics? Parce que si on fait de la nouvelle pure, brute, c'est pas toujours sexy. Donc, voir comment ils vont le faire. Mais encore une fois... Mais toi, là, t'es pas une puriste quand même. T'es pas en train de dire que c'est une très mauvaise idée dans le fond, tu dis, si quelqu'un décide de migrer vers autre chose... faut qu'il y ait quand même... mais pas du tout. Moi, je dis qu'on peut réinventer le journaliste, il faut juste pas le dénaturer. Puis ça, c'est dans la façon dont on traite l'information. Mais encore une fois, qu'on soit sur YouTube, qu'on soit dans un journal papier, un magazine, en radio, le produit, l'information, ça reste la même chose. Là. C'est le véhicule qui change. Puis ça, c'est normal. C'est comme quand Internet a été inventé, on disait c'est la mort des journaux puis de la radio. Ben, on n'est pas encore mort, là, tu sais. Mais as-tu plus de liberté, mettons, quand tu décides de quitter... tu quittes Radio-Can... ou tu quittes un journal puis tu décides de rouler sur tes propres bases, tu as un petit peu plus de liberté, effectivement, tu as plus de liberté parce que peut-être qu'il y a des sujets que tu ne pouvais pas aborder parce qu'il y aurait eu apparence de conflit d'intérêts. Là, il n'y a pas personne pour te dire, ben là, tu franchis la ligne. Mais le double tranchant de cette façon de faire-là, c'est que tu n'as plus Radio-Canada pour te pousser non plus en arrière. Oui. Non, mais mettons, là, si tu animes une émission à Radio-Can, depuis 48 heures, c'est sûr, il faut que tu parles du roi Charles. Bien, ça, je ne sais pas s'il y a une ligne éditoriale. Ça, je pourrais pas dire. Non, je te dis pas en bien, mais en parler. Ça fait partie de l'actualité, ça fait partie de la nouvelle. Oui. Fait que tu passeras pas à côté. Bien, c'est sûr. C'est sûr que si c'est la grosse nouvelle du jour, mais on va essayer de s'assurer de ne pas répéter la même affaire que toutes les autres ont fait non plus. Exact. OK. Donc, il y a un enjeu là, mais il y a une transformation quand même. Oui, puis c'est intéressant de voir. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Parce que est-ce que le message que ça envoie, puis là, il y en a plusieurs. Je veux dire, moi-même, je suis devenue journaliste indépendante il y a presque 2 ans. Ben oui. Donc là, tu sais, est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que l'avenir des médias, c'est plutôt l'avenir des journalistes? T'sais, est-ce qu'on arrête de mettre de l'argent dans des grosses structures qui soutiennent le journaliste pour se concentrer sur les producteurs d'information? Est-ce que les gens vont vouloir payer pour suivre un journaliste dont ils aiment le travail? Est-ce que c'est ça, peut-être, la sortie de crise du journalisme et non pas la crise des médias? Je trouve, en tout cas, que ça amène des pistes de réflexion. Fait que je trouve ça très intéressant. Et écoute, je vais passer à mon autre sujet. Oui, absolument. Parlant de financement des médias, je ne sais pas si vous avez vu passer ça il y a à peu près une dizaine de jours de ça, peut-être
2 semaines. Il y a eu une pétition lettre ouverte en ligne là, qui s'appelle « Il faut qu'on parle de Québécois », signée par Alexandre Dumas. Je dévoile tout de suite mon conflit d'intérêts. Alexandre est un ami personnel depuis une 12aine d'années, mais je suis pas d'accord avec toutes les propositions. En fait, là, il y a à peu près 7000 personnes qui ont signé cette pétition. J'ai vu passer ça. 7000 pour une pétition en ligne comme ça, qui n'est pas soutenue par un élu à l'Assemblée nationale, c'est gros. Une pétition qui disait quoi? Bien, essentiellement, la pétition dénonce les chroniqueurs dans les médias de Québécois qui instrumentalisent toutes les plateformes de l'Empire pour finalement faire de l'intimidation, harceler, propager de la désinformation, ce genre de choses-là. Donc, on cible Richard Martineau, mais pas que. Et en fait, la pétition demande au gouvernement, aussi bien fédéral que provincial, de couper les crédits d'impôt et toute aide financière gouvernementale aux médias de Québécois tant et aussi longtemps qu'ils vont permettre ce genre de chronique-là. OK, mais c'est pas parti de nulle part, là. Si je ne m'abuse, tu me corrigeras. Il y a une journaliste indépendante qui fait des chroniques au Devoir, je pense, qui a été un peu la cible de chroniqueurs. C'est parti un peu comme ça, là, cette histoire-là. Il y a eu plusieurs cibles, en fait, au cours des derniers mois, même des dernières années. Là. Puis là où je suis d'accord avec M. Dumas et les 1999 autres signataires, c'est qu'effectivement, des fois, il y a des chroniques qui n'ont pas d'allure dans ces médias-là. Oui, traiter le monde de fou, de folle. Puis oui, effectivement, quand on utilise la radio, le journal, l'Internet et même parfois la télévision pour passer un message ou pour, en bon français, varger sur quelqu'un parce qu'on a décidé qu'on n'était pas d'accord avec, ça devient une machine de guerre. Les armes ne sont pas égales. Cela étant dit, est-ce qu'on devrait permettre au gouvernement de décider qui a droit à une aide financière, surtout dans une industrie qui cherche constamment à se renouveler puis à sortir la tête hors de l'eau? Puis mentionnons par le fait que le bureau d'enquête du Journal de Montréal et de TVA, c'est parmi les meilleurs journalistes qu'il y a pour le Québec. Ils sortent des reportages d'intérêt public essentiels. Absolument. Et donc là, il faudrait qu'on les coupe. Fait que c'est pas évident. Puis finalement, le débat que ça lève, cette pétition-là, c'est... Est-ce que la profession est mûre pour un ordre? Est-ce qu'on est mûr pour un statut? Est-ce qu'on devrait donner plus de dents au conseil de presse? Donc, c'est encore toutes ces questions-là qui nous turlupinent comme profession depuis des années. Mais toi qui es la spécialiste, là, mettons, moi, par exemple, qui provient du mouvement syndical, bon, je suis déjà arrivé que des chroniqueurs du journal ou ailleurs, même des éditorialistes, me prennent personnellement, là, mais pas de façon déplacée, là, pas en me traitant de tout et non, mais bon. Alors, évidemment, si à un moment donné, ça débordait, puis je peux faire une plainte quand même, je pourrais appeler au conseil de presse, je peux... Bien, le conseil de presse, c'est sûr que ça va être un blanc, mais il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas de réprimande, il n'y aura pas d'amende, il n'y aura pas de... OK, ça n'a pas de force de loi, ça. Non. Puis en fait, je veux dire, il y a les tribunaux civils. Si jamais on se retrouve dans un cas de diffamation, un cas d'appel à la haine... Tu sais, il y avait une journaliste à Québec là, qui s'était fait écœurer par quelques radios. Sophie Chiasson, oui, dans le temps de c'était épouvantable, là. C'était épouvantable. Elle a gagné au tribunal. Elle a eu gain de cause, là. C'est ça, il y a des recours civils qui existent et malheureusement, c'est ça. T'sais, pour l'instant, il n'y a pas de solution parfaite. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas demander au gouvernement de s'en mêler. Puis là, il n'y a pas je veux dire, même si cette pétition-là trouvait écho auprès d'un élu, il n'y en a pas un qui va vouloir se mouiller là-dedans. Déjà que les programmes de crédit d'impôt pour les médias d'information, actuellement, sont normés. Ils sont faits de façon à ce qu'il n'y ait aucune ingérence. Il y a quand même des gens qui pensent qu'on est à la solde du gouvernement parce qu'on reçoit de l'argent. D'ailleurs, j'en profite pour expliquer que si le gouvernement est rendu à faire des crédits d'impôt pour le journalisme, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui paye pour un abonnement puis il n'y a plus personne qui annonce. Ils vont tous s'annoncer sur Facebook. Donc, si on avait plus d'autres sortes de revenus, peut-être que là, on n'aurait pas besoin de ces crédits d'impôt-là. Mais bref, ça serait bien compliqué de dire, OK, mais c'est qui décide après qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui n'est pas bon puis qu'est-ce qui mérite d'être subventionné? Mais qu'est-ce qui, mettons, là, tu sais, tu parlais de Radio-Canada tantôt, ou même ici, à ce micro, là, si on se met à insulter, là, des gens à Longueuil, sur la Rive-Sud. Il y a une direction ici là, qui va nous rappeler à l'ordre. Là. Il y a des patrons là, qui vont nous dire ça se fait, ça se fait pas. Là. Hein? Bien, tout à fait. Puis c'est malheureusement ces canaux-là qu'il va falloir utiliser. Puis sinon, ben, au lieu d'un appel à la fin des crédits d'impôt, moi, je pense que les auteurs et les signataires de cette pétition-là auraient dû lancer un appel au boycott. Parce que pourquoi? Parce que ça marche, ça fait réagir, ça fait partager, ça fait commenter ces chroniques-là. Il y a des gens qui l'utilisent puis qu'après ça, ils vont écœurer les gens sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est comme, plutôt que d'essayer de couper les vives, essayons plutôt de leur couper les clics. Oui, puis tu peux aussi décider que tu ne lis pas, là. Ben voilà. Moi, quand j'étais à la CSN, les commentaires en dessous de l'éditorial de la presse
où Martineau a déjà parlé de moi là, sur un mandat qu'il prétendait que j'avais pas, puis il devait avoir des commentaires absolument épouvantables. Je ne les lisais pas. Parce que préserver ma santé mentale d'abord, puis de deux, il y a d'autres choses à lire. Mais effectivement, à partir du moment où tu réclames de couper du financement, là, ça devient un peu plus problématique dans une société de liberté de presse. Quand même, faut-il le rappeler. L'intention est bonne, le moyen, ben, il pourrait en avoir d'autres. Alors, on prend une pause et on revient au retour avec Caroline Kilsdown qui va nous parler de plein de sujets. Franchement les tourneaux, jusqu'à 13h, au FM 103.3. On est de retour à Franchement les tourneaux et comme je l'ai mentionné avant la pause, on reçoit Caroline Kilsdown, qui est vétérinaire, bioéthicienne, chroniqueuse, qui est devenue une habituée à notre émission. Bonjour, Caroline. Bonjour, Jacques. Tu nous parles de quoi cette semaine? Aujourd'hui, j'ai envie de faire une chronique en 2 parties. Il y a un lien entre les 2 parties. Alors, on va parler des maladies qui se transmettent par les animaux, puis on va se demander, est-ce qu'on devrait avoir peur des contacts avec nos animaux et la nature, parce que ça se transmet souvent dans les environnements partagés. Et puis après ça, on va aller à une maladie qui est transmise de manière indirecte là, par une tique, qui vient des animaux, qui est transmise de manière indirecte. On appelle ça un vecteur, donc la maladie de Lyme. Et on va parler de la maladie de Lyme chronique, de la confiance et des limites de la science. Excellent. On t'écoute. Premièrement, qu'est-ce que c'est une zoonose? Bien, c'est une maladie qui peut se transmettre entre les humains et les animaux. Ça comprend le bétail, la faune sauvage, les animaux domestiques. Les zoonoses vont se propager dans l'interface, c'est-à-dire dans les milieux partagés, là, hommes, humains, environnement, où les personnes vont évoluer là, dans des environnements communs et même avoir des interactions physiques. Ça peut être transmis par des aliments comme la salmonellose, l'eau, comme si vous buvez de l'eau d'un petit lac ou d'un petit étang d'eau stagnante particulièrement, mais même des rivières, l'air ou par des vecteurs, comme je l'ai mentionné tantôt. Ça peut être des bactéries, des virus, des parasites qui sont transmis et même des prions qui sont des tout petites protéines infectieuses, là, comme pour la maladie de la vache folle. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100 agents infectieux qui infectent l'humain, il y en a environ les 2/3, donc disons 66, 67, qui sont d'origine animale. Et cette proportion-là augmente à 75 % pour les maladies en émergence chez les humains. Ça ne veut pas dire que si toi, tu attrapes une zoonose, que tu l'as attrapée directement d'un animal. C'est pas ça du tout. C'est, par exemple, comme la variole simienne, que ça a déjà été une maladie qui circulait parmi les animaux, puis là, ça s'est mis à circuler parmi les humains. Il ne faut pas oublier que ces maladies-là peuvent être transmises, dans certains cas, dans les 2 directions, et dans certains cas, dans un sens, et dans certains cas, dans l'autre. Donc, on peut les sens. infecter, nous aussi, là. Oui, mais ça dépend des maladies. Avec ce que je viens de dire, tu vas comprendre la nécessité d'étudier les zoonoses avec une approche qui intègre la santé des humains, leur environnement et celle des animaux. Donc, on parle d'écosystèmes dans lesquels on évolue. C'est ce qu'on appelle l'approche d'une seule santé, qui est maintenant très bien reconnue dans les organisations officielles internationales de tout nouveau. Depuis un mois, moi, je travaille dans un réseau qui s'appelle le Pré-Crisa, dans le but de prévenir les crises en santé de toutes sortes. Évidemment, par mon domaine de connaissances, je vais plus me concentrer sur l'approche d'une seule santé. On a un beau projet, suivre des gens, des vaches et des chats sur un même site pour mieux comprendre la circulation du virus de la grippe aviaire. OK. Ça, c'est extraordinaire parce qu'en général, toutes ces populations-là sont étudiées de manière séparée. Hein? On a les vétérinaires d'animaux de compagnie, on a les vétérinaires d'animaux de production, puis on a les gens en médecine humaine. Alors là, on regroupe tout ça pour bien comprendre comment ça circule et qu'est-ce qui se passe. Alors, Parce que ça peut circuler, là. Oui. Bon, oui, parce qu'il y a des cas aux États-Unis où on a bien démontré à quel point ça circule dans une ferme par le lait, par exemple. Donc, le virus de la grippe aviaire s'est retrouvé dans le lait des vaches et à cause du lait des vaches, s'est retrouvé à infecter des chats parce qu'on faisait boire le lait des vaches aux chats. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, par contre, là, pour le lait pasteurisé que vous achetez en épicerie. C'est pour ça qu'il est pasteurisé. Exactement, exactement. Et ça a été testé et ça détruit bien au besoin là, le virus de la grippe aviaire. Alors, comme je le disais, il faut continuer à faire avancer les connaissances dans ce domaine-là.
Je veux saluer l'existence d'un projet extraordinaire qui s'appelle le projet Parc en santé, qui, justement, c'est de la science citoyenne et ça vise à protéger les écosystèmes, bien les étudier et, en même temps, quand même, à protéger les humains. Donc, avoir peur, non, c'est pas l'objectif. Il faut pas craindre, il faut pas développer une peur là, d'interagir avec les animaux ou de cohabiter dans les mêmes écosystèmes ou d'aller prendre des marches en nature. Par contre, oui, il faut prendre toutes les mesures nécessaires de protection. Alors, c'est sûr qu'on recommande à tout le monde de suivre les mesures de protection là, de la santé publique, quoi faire s'il y a une tique. Bon, je ne vais pas élaborer là-dessus. Mais avant que tu t'en ailles vers la maladie de Lyme et tout, là, je veux quand même te poser une question. Ça peut paraître bien insignifiant, mais tes chats et ton chien, là, c'est pas un danger pour les humains, là? Sais-tu où, oui, ton chat peut te ramener un truc? À date, pour les maladies qu'on connaît, les chats et les chiens ne sont pas vecteurs d'une manière qui peuvent vous le transmettre à vous. OK. Par exemple, il y a eu, on fait des études, il y a eu des craintes à un moment donné que les chats ramènent le virus de la COVID parce qu'ils pouvaient être infectés. OK. Mais effectivement, il y a des chats qui ont été infectés avec la COVID, mais après ça, ils n'infectaient pas les humains. Mm-hmm. Alors, voilà, mais ça prend de la surveillance pour le savoir. Présentement, pour les chats et les chiens, ce qu'il faut surveiller, c'est tout ce qui est gastro-intestinal. Ah. Il faut faire les préventions là, de tiques et tout là, pour vous protéger vos animaux. Là, suivez les conseils de votre vétérinaire. Mais pour ce que vous devez craindre, vous, c'est particulièrement ce qui est transmis par les selles. Et on déconseille l'alimentation crue, qui est une mode, là, qui est une tendance, mais qui... C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, et surtout pas s'il y a des jeunes enfants, s'il y a des personnes malades ou âgées dans la maison. OK. Alors ça, c'est une chose Faites les petites importante. graines secs, là. Ouais. Oui, sèches ou humides, OK. mais cuites. OK. Et bien conservées dans des bonnes C'est vrai que conditions. c'est une mode, là, des boulettes, puis des os, puis ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Vraiment pas. Pour votre animal. Pour les deux. Pour OK. votre animal et pour vous-même dans ce cas-là. OK. Ouais. Parce qu'au contact, après ça, de ces selles, tu pourrais te contaminer. C'est ça. Et OK. c'est pour ça que je disais surtout s'il y a des jeunes enfants, personnes malades ou âgées dans la maison. OK. Alors, c'est les principales inquiétudes. On parle toujours de la litière des chats là, pour les femmes enceintes. La maladie de Lyme. Oui. On veut parler de la maladie de Lyme qui est un sujet chaud. Pourquoi c'est un sujet chaud? Parce qu'il y a un gros débat scientifique sur l'existence d'une infection à la maladie de Lyme qui serait chronique. Alors, là, je l'aborde aussi parce que c'est un peu dans l'actualité à cause d'articles qui ont été publiés, entre autres, par Isabelle Haché, mais aussi le balado du pharmacien que je devrais dire Olivier Bernard. Et tout le débat avec Amir Kadir, là. Oui. Ouais. Bon. Ouais. Moi, j'ai écouté le balado de A à Z. OK. Et je connaissais déjà bien le dossier. Et je vous assure, c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement nuancé. C'est très bien amené. Alors, puis je voudrais dire aussi aux gens qui n'aimaient pas nécessairement le style incisif du pharmacien que dans ses balados, Olivier Bernard, moi je pense qu'il a maturé. Les années nous font ça parfois, là, nous amènent à avoir Donc, plus il est de moins, tact et de nuances. Oui. Il est moins dur. Oui, exactement. Et là, Mais sur le fond, de cette question-là, parce que moi, je t'avoue que j'ai suivi ça. J'ai pas écouté le balado, j'ai lu l'article d'Isabelle Haché. Moi, ça m'a quand même ébranlé, parce qu'Amir Kadir, moi, je connais le politicien, je connais pas le médecin, ou je juge pas de sa compétence ou pas, mais quand j'ai lu ça, ça m'a ébranlé par rapport au travail qui était fait par le docteur Kadir. Puis après ça, je l'écoutais à Mme Maréchal, où je trouvais qu'il défendait quand même bien son affaire. Mais toi, tu dis que le papier d'Haché est quand même fondé, là. il est tout à fait fondé. Il est Pourquoi? tout à fait fondé scientifiquement. Bien, parce qu'il n'y a pas de preuve, de démonstration scientifique. Premièrement, il n'y a pas de diagnostic de la maladie de Lyme chronique. Alors, OK. on n'a pas de moyen d'assurer que c'est véritablement ce que les gens ont.
Ensuite, il y a des gens qui se basent sur une possible transmission dans un couple sexuel, qui est aucunement démontré. OK. Et aussi placentaire, là, par la grossesse, et des bébés qui sont traités avec des antibiotiques pour ces raisons-là. Il n'y a pas de démonstration. Mais ça existe quand même, là, la tique, là, quand on nous dit de faire attention en estrie, là. Hein? La tique qui te pique, qui te transmet cette maladie-là, elle existe ou pas? Elle existe. Tout à fait, oui, oui. OK. Oui. Ce qui est débattu présentement, c'est l'existence de la forme chronique de la maladie. Malheureusement, là-dedans, c'est d'une très, très grande complexité. Il y a des critères de laboratoire privés qui sont beaucoup plus laxistes pour arriver à des diagnostics. Je parle de laboratoires américains. Alors, pour eux, c'est lucratif d'avoir une grande clientèle. Et puis là, il y a une question aussi de confiance. Il y a les gens qui se sentent délaissés par le système de santé quand la cause de leur souffrance n'est pas identifiée. Et c'est vrai, présentement, dans le système de santé, que c'est souvent le cas. Alors, on va dire aux gens, « Bien, j'ai rien trouvé comme maladie physique, alors je vais vous envoyer en psychiatrie. » Puis là, les gens se sentent stigmatisés, n'acceptent pas ça, parce que leur souffrance physique, elle est réelle. Alors, c'est extrêmement complexe. Il y a des cliniques spécialisées maintenant qui aident les gens parce que notre système nerveux nous joue des tours parfois et peut créer des douleurs chroniques à partir d'une douleur qui a été temporaire au début. Alors, on a des cliniques comme celle-là. Donc, le balado explique, écoutez, je pense que le balado dure 10 heures. Là. Alors, je ne peux pas vous résumer ça, mais il y a un nombre, des nuances extraordinaires à apporter. Et il faut dire que des gens qui essaient des traitements qui sont expérimentaux, qui ne sont pas fondés, ils ont une volonté réelle d'aider les gens par empathie. Ceci étant dit, les professionnels ont l'obligation de suivre, d'utiliser des traitements qui sont scientifiquement éprouvés. Donc, ça veut dire que quand tu le traites, la maladie, de la manière dont elle est traitée, par exemple, à l'hôpital Le Gardeur, je pense, c'est là où le docteur Kadir pratique, là, il y aurait quoi, exagération dans la façon de la traiter? C'est ça qu'on dit? Il y a, premièrement, il y a un diagnostic qui, au départ, ne peut même pas être établi de manière scientifique. Donc, les antibiotiques qu'on donne... Forme chronique de maladie de Lyme, on n'a pas vraiment de diagnostic. Et ensuite, on donne des antibiotiques à long terme, un mélange d'antibiotiques qui peuvent quand même avoir beaucoup d'effets secondaires. Et il n'y a pas de protocole scientifique connu qui démontre l'efficacité de ce traitement-là. Déjà tout? Ça passe tellement vite, mais c'est clair. Ça passe très vite. Caroline Kilsdong, vétérinaire bioéthicienne, chroniqueuse, merci infiniment pour ta présence. Au retour, Denis Trudel est avec nous. On est de retour à Franchement les Tourneaux. Comme je l'ai mentionné en introduction, on reçoit notre ami Denis Trudel. Bonjour. Salut, comment ça va? Ben, ça va très bien. Il fait beau à part ça. Ah oui, c'est le printemps, presque l'été, les premières journées qui fait vraiment chaud. Les gens ici sur la rue Saint-Charles sont de bonne humeur. La place où on peut marcher. Ah ouais? T'es tout cute à part ça. Ben écoute, je me belle chemise un peu été. Oui, je sais. C'est mon kit quand je mettais des couleurs au Parlement puis que je me faisais des fois un peu parler dans le casque. Là, mais... Comment tu vas? Comment ça va? Très bien. Sérieux, très bien. Sérieux, très bien. Pour quelle raison je vais bien, en fait? On devrait se poser la question, genre, comment ça se fait? Il a perdu, comment ça fait qu'il est de bonne humeur? Une des affaires qui me met beaucoup de bonne humeur depuis un mois, c'est les milliers, puis là, quand je dis milliers, je pèse vraiment mes mots, là. C'est pas des dizaines, c'est pas des centaines, c'est des milliers de messages que j'ai reçus d'incompréhension, de remerciements pour les années de travail, l'implication, et aussi, je dois bien le dire, de gens qui me disent, mais M. Trudel, on a besoin de vous, on veut que vous reveniez, on veut que vous soyez là, n'importe où, Québec, Ottawa, n'importe quoi. Mais on a besoin de vous. On a aimé votre travail. On a aimé votre authenticité, votre présence sur le terrain. Bref, j'ai reçu beaucoup d'amour depuis un mois. Puis ça, qu'est-ce que tu veux? Ça aide à avaler la pilule, que ça reste une pilule. J'aimais mon travail. Je pense que les gens qui m'ont connu savaient que j'aimais le travail que j'ai fait. Puis je pense que, humblement, j'ai quand même fait du bon boulot. On peut toujours faire plus, mieux, sans doute. Mais je pense que j'ai quand même livré certaines marchandises avec les années. J'ai aimé être
le représentant des gens de Longueuil à Ben Ottawa. Puis j'ai aimé ce boulot-là. Puis, Puis tu l'as très bien fait, mais honnêtement, on se jase, là. T'étais-tu inquiet? Je me rappelle, on a fait une entrevue il y a une couple de semaines avant les élections, là, puis on parlait de l'arrivée de Carney, puis l'arrivée de Trump, puis bon, on le savait, là, puis on voyait les sondages aussi, puis les Québécoises qui disaient « on sait qu'il y a des gens qui votent historiquement bloc, péquiste, indépendance, puis on dit « Ah non, on va voter pour Carney parce qu'on veut pas Poilievre ». T'étais-tu inquiet ou t'avais quand même le sentiment que tu pouvais passer au travers de ça? Écoute, sincèrement, tu viens, tu connais ta circo, puis tu connais, tu sais, quand tu es en politique, tu connais les chiffres un peu, là, tu vois aller les chiffres des sondages, puis tout. Honnêtement, 2 semaines avant l'élection, je savais que je perdais. OK. Ouais. OK? Quand j'ai vu les libéraux monter au proche de 40 au Québec, là, OK? Tu sais, les libéraux, il faut se rappeler qu'en 2021, quand moi j'ai gagné, les libéraux ont fait 33 au Québec seulement, là, pas au national, au Québec. Nous, on a fait 32. On était vraiment à un point de différence. Et avec ces chiffres-là, moi, j'ai gagné par 1800 votes. Alors, avec les libéraux à proche de 40 au Québec, puis nous, autour de 27, 28, je savais que ça serait difficile. Mais avec le petit scandale du candidat libéral local, vous n'avez pas pensé que Bien peut-être ça sûr. vous sauverait? Mais j'ai recollé vers la fin, tu sais, en tout cas, si on parle là, des chiffres de Québec 125 et tout, qui est pas juste partout, mais qui était juste à Longueuil à peu près tout le temps que moi j'ai fait de la politique, il a été assez juste. En 2019, il m'avait prévu une victoire par 4 j'ai gagné par 4 En 2021, il m'avait prévu une victoire par 3 j'ai gagné par 3 Puis Puis là, en 2021, il me prévoyait une défaite par moins de 1 puis j'ai Fait que- gagné par 1 J'ai perdu par 1 C'est ça, c'est ça. Il était pas mal sur la coche, puis j'ai recollé. Là. À un moment donné, au début de la campagne, quand la ballonne Carney, Trump s'est mis à s'emballer, les libéraux étaient à 40, ici, j'étais à 15 points derrière. Ouais. Et à un moment donné, j'ai recollé tout proche de 1. J'ai fini à 700 votes d'une victoire. Tu sais, tu fais flipper 400 personnes Non, qui non, ont, tout à fait, qui ont tout à moins fait. peur, puis j'aurais gagné pareil. Mais je savais que ça serait difficile, puis que c'était un comté... Tu ouais, je commençais à te m'étais préparer. Ouais, je m'étais préparé à ça. Ça te décourage pas trop parce que je te connais quand même un peu. Tu sais, t'es un gars engagé, t'es quelqu'un de conviction. Puis là, dans une élection comme celle-là, c'est encore, je dirais, le pragmatisme qui l'emporte. Puis on a Ouais. déjà eu ce débat-là. Puis moi, je juge pas les gens qui ont Non, voté non. pour Non, non, Carney, non, qui bien sûr. voulaient pas Bien un sûr. mini-Trump, ils veulent pas de Poilievre. Puis ton chef a fait une bonne campagne, je trouve. Il disait, OK, vous voulez Carney, vous allez avoir Carney, mais assurez-vous au moins que le Québec va être fort puis il va être représenté. Ça te décourage pas ça un peu? Parce que tu le sais comme moi, là, demain matin, on a un autre référendum au Québec, puis là, on va se faire agiter, je sais pas quel Moses de Bébel. Tu sais, c'est quand même quand on est inspiré, comme tu l'es. Ouais, mais c'est un contexte très particulier. Tu sais, c'est un contexte géopolitique très précis dans lequel cette élection a eu lieu là. Même que je pense que si l'élection avait duré une semaine, je pense que j'aurais gagné. Une semaine de plus, j'aurais gagné, je pense. Puis j'étais en train de recoller. Puis Tu je le pense sentais. mais je sentais la peur de Trump et donc le fait de ne pas vouloir Poilievre. Tu sais, Carney, en fait, il ramassait tout un paquet de votes par dépit. Les gens disaient, ben le Bloc, vous n'allez pas négocier avec Trump, puis Poilievre, on ne veut pas que ce soit lui. Fait que, parce que toutes sortes de raisons. Fait que, là, ça ramenait tous les votes vers Carney. Fait que c'est un contexte très précis qui, à mon avis, en tout cas, je l'ai senti dans les 2 dernières semaines, il était moins présent. On te le disait-tu dans le porte-à-porte? Y a-tu des gens qui t'ont dit, M. Trudel, moi, j'ai déjà voté pour vous, ou le Oui. Bloc, mais cette fois-ci, Bien sûr. je vote libéral. Bien sûr, mais OK. beaucoup dans les 2-3 premières semaines. OK. C'était moins vrai dans les 2 dernières semaines. D'ailleurs, j'ai eu le même nombre de votes à 200 votes près qu'il y a 4 ans. OK, j'ai 23 400, j'avais eu 23 600. Donc, à peu près le même nombre le de taux de votes. participation augmente un peu. Ouais, puis la différence, c'est le vote NPD qui s'est effondré. Donc, le vote, appelons-le le vote progressiste fédéraliste, même si j'aime pas ça, qui a fait en sorte que la moitié du vote NPD a basculé vers les libéraux. Donc, Ouais. gagnant par 1800 il y a 4 ans, j'ai perdu par 700 votes parce qu'il y a 2500 votes NPD qui ont basculé chez les libéraux. Donc, essentiellement, les gens qui avaient voté pour moi. Mais il y en a eu, surtout chez les personnes âgées. Tu sais, il faut, nous autres, en tout cas, moi, je me rappelle, quand Trump a commencé sa folie au mois de février, je me rappelle d'avoir été dans une RPA ici à Longueuil, puis d'avoir une personne qui m'a dit... Tu sais, les personnes qui étaient sur RDI puis sur LCN, tu sais, les gens qui ont ces journées-là, qui ont ce temps-là, puis quand les médias se mettaient Qui nous écoutent. Oui, mais qui se mettaient à décortiquer chaque réplique de Trump, là, tu sais, à l'endroit puis à l'envers. Mais là, moi, je me rappelle d'une personne qui me dit « Monsieur Trudel, j'ai peur que les tanks de Trump débarquent au Québec demain. » Il l'a encore dit un matin, 51e État, l'as-tu entendu? Mais
il a dit, c'est la preuve que la stratégie de M. Carney ne marchait pas pantoute. Il n'a pas eu peur pantoute. Lui, il n'a pas eu peur de Charles III, on le comprend. D'ailleurs, non, mais parlons-en du roi, d'ailleurs, parce que... Non, mais c'est parce que c'est quand même... Tu sais, quand on a vu le résultat du vote, les conservateurs ont monté partout. Oui. Hein, les libéraux pensaient à une grande... Bon. Oui. Alors, si j'étais... OK. C'est le Québec qui a fait élire Carney, là. Mais moi, si j'étais vous autres, préparez-vous, il y a un fonds conservateur au Canada qui est en train de monter. Puis oui. Là, Trump a aidé à empêcher ça, curieusement. Lui-même qui est un conservateur, c'est bizarre. Mais il a fait en sorte que ça a aidé, mais on y coupera pas, là. On s'en va là. Mais ça t'inquiète pas, toi? Ça t'inquiète? C'est sûr que ça m'inquiète. Les conservateurs. Mais tu sais, ça m'inquiète. Les libéraux m'inquiètent, les conservateurs m'inquiètent, le Canada m'inquiète pour le Québec. Alors, tu sais, lequel m'inquiète le plus? Je ne veux pas répondre à cette question-là. C'est comme, tu veux-tu la peste ou le choléra? Je veux pas avoir à choisir entre les deux. La seule solution possible pour nous, c'est de sortir de là, d'arrêter d'avoir si peu de choix au Canada. C'est ça. C'est pour ça qu'on est là, le Bloc. Puis c'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait un gouvernement indépendantiste qui soit élu dans 1 an et demi, puis qu'on sorte. Parce que là, on est dans cette logique-là tout le temps. On se force à choisir entre les conservateurs et les libéraux. Mais voyons, on veut ni l'un ni l'autre. Oui, on n'en sort jamais. C'est un peu comme la quadrature du cercle. Voilà. Mais je reviens quand même là, à la présence du roi Charles. C'est quand même assez incroyable parce qu'effectivement, on a vu Trump un matin qui a fait non, moi, ça ne m'impressionne pas pantoute. Là. Il est venu même nous baver avec son histoire de dôme d'or doré qui ne coûtera rien si on devient le 51e État. Puis il va nous en coûter 60 millions. Mais en même temps, Carney, il dit qu'il va monter le budget à la défense, hein, puis il va le suivre. Hein, puis il va faire la lutte au fentanyl, puis la frontière, puis tu sais, il embarque pas mal dans le discours. On ne sait pas trop comment il va payer tout ça, par contre. Là. Exactement. Pour un banquier, moi, je trouve qu'on ne pose pas assez de questions en ce moment. Là. Ça ne marche pas pantoute, les chiffres qu'il nous met. Là. Mais c'était... Il veut augmenter la dépense, la défense, va investir en logement, va investir pour toutes sortes d'affaires, mais en même temps, il veut baisser les impôts. Mais c'était baveux de la part de Carney quand même. Là, hier, dans le Journal de Montréal, 9 Québécois sur 10 qui disent « Moi, le roi, là... » J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais il dit non, il va venir lire notre discours. Oui, mais c'est sûr que c'est baveux, je veux dire. Mais en même temps, c'est Jean-François Lisée qui disait, c'est drôle parce que s'il voulait unir les Canadiens, Charles est un facteur de désunion, justement, est un facteur divisif. À chaque fois qu'il vient ou qu'on parle de ça, ça divise. Et de plus en plus, les Québécois et les Canadiens. Tu sais, au Québec, on l'a vu, ça a sorti. Fait que, tu sais, ça n'a pas fait l'unité. La personne était content de ça, ou tout le monde disait « Ah oui, on est ensemble là-dedans. » Mais non, on n'est pas ensemble là-dedans. On trouve que ça n'a pas de bon sens. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça sert à rien. Tout ça. En plus, hier, il y a quelqu'un qui faisait remarquer, au Sénat, où il a lu le discours du trône, il n'y avait même pas d'élus là, à part Mark Carney. Il y avait toutes sortes de juges, il y avait toutes sortes de sénateurs, il y avait toutes sortes de personnes, dont le roi, un paquet de non-élus qui se faisaient une patente, qui se lisaient « Voici comment nous voyons le Canada ». Si tu voulais avoir un exemple de plus qu'on est dans un système qui ne fonctionne pas du tout, absolument. Un paquet de gens qui n'ont jamais mis le face sur un poteau de nulle part, puis qui vont décider de l'avenir du pays, ça n'a aucun sens, cette affaire-là. Il nous reste bien 3 minutes. Mettons, soyons optimistes. Puis, comment il disait ça, Che Guevara, exigeons l'impossible. Oui. Hein? Est-ce que, dans la perspective de la souveraineté, de l'indépendance, bon, on le sait, notre génération ou à loge, mais les jeunes, toi qui connais le terrain, as-tu l'impression des fois que c'est une cause désespérée dans la défense du français, dans le projet souverainiste, ou tu sens quand même que chez les jeunes, il y a une partie, à tout le moins, de la jeunesse qui nous suit? Je suis allé justement à une soirée bénéfice des Oui Québec lundi soir, puis il y avait un paquet de jeunes qui étaient là. Il y a vraiment un paquet de jeunes qui ont investi le mouvement. La particularité, c'est qu'ils sont plus conservateurs. Pas tous, là. Pas tous, OK? Mais dans la jeunesse, à ce moment, ils sont un petit peu plus conservateurs que leurs parents. Ils sont moins gauchistes que nous autres? Oui, ils sont moins gauchistes que nous autres, mais ils sont un petit peu plus indépendantistes que la génération juste avant. Ceux qui ont, mettons, entre 30 et 40. J'oublie les noms, je ne suis pas capable de me rappeler des lettres. Alors, il y a ça. Il y a ce facteur-là. Évidemment, mais ils sont écologistes, par exemple. En pas tant? Je ne sais pas. L'écologie, en parole, je pense. Ouais, ah oui? Je pense que oui. Je pense qu'ils ne sont pas très conséquents. Ils sont pas très conséquents par rapport à ça. Bon, tu as une minorité assez allumée et qui est bruyante, mais tu as une majorité de gens jeunes que ça n'empêche pas de dormir, l'écologie, qui ne voient pas, qui se projettent pas de dire « Ah oui, il va y avoir telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. » Ils ne se projettent pas là, pour le moment. Mais heureusement qu'il y a une minorité agissante, puis heureusement qu'il faut se préoccuper de l'environnement. Je pense que c'est important. Mais... Ouais, donc, bref, les jeunes sont
plus indépendantiste que la génération avant, mais... Plus conservateur un Ouais, peu. Faut retenir ça. Il nous reste 3 minutes. Sais-tu, je le sais bien que on vient de passer l'élection, puis tu vas très bien, mais la politique en général va toujours t'intéresser, que de faire des entrevues, de la chronique, de la radio, mais refaire de la politique, tu penses-tu qu'un jour tu vas reprendre un drapeau puis que tu vas partir? Oui. Oui? Oui. T'es pas mal... Écoute, ce que je peux pas garantir, c'est si je vais mettre ma face sur un poteau. Ce que je peux garantir, c'est qu'il va y avoir des grandes batailles dans les prochaines années. Il y a une élection à Québec dans 1 an et demi. Oui. Peut-être au fédéral, plus vite qu'on pense. Hein? Ça peut être aussi vite qu'au printemps prochain. Là. Le système, le gouvernement minoritaire, la situation géopolitique peut changer rapidement. On pourrait être convoqué aux urnes plus vite qu'on pense. Je ne sais pas si je vais mettre ma face sur un poteau, mais je vais participer à ces batailles-là, d'une façon ou d'une autre. Ben, tu as participé au Oui Québec. C'est un bel exemple, ça, de société civile. Moi, j'étais là il y a 1 an à peu près pour m'adresser aux mêmes jeunes. Oui. L'importance de la société civile, c'est pas un parti politique qui va faire le pays. Bien sûr. Puis, là, j'ai toutes sortes de projets en ce moment liés à l'indépendance, mais je pense que vous allez entendre parler de moi. Puis là, tu vas lire, là? Oui, je vais lire pas mal. Parce Ben que oui, je vais avoir une chronique. Là, pas une chronique, tu vas animer l'émission. Ah oui, ici même, Dimanche, on lit. à 103,3. Ben je vais prendre ta place, tu vas prendre ma place. Ouais. Tu vas aimer ça. Moi, j'ai fait ça 2 ans. C'est super sympathique. Puis c'est Jean-Yves qui monte l'émission. Bon, ben tu vois, ça va être facile. Écoute... Si trop de niaiserie, il va me couper, il va pouvoir m'arranger ça. Il coupe les les A. Ah, OK, c'est bon. Je finis, moi, la semaine prochaine. J'ai Michel Rioux, tu connais, qui vient me chroniquer sur le dernier livre de Jean-François Lisée. Et j'ai M. Boutillier aussi, qui a écrit un beau livre sur Trudeau qui est moins connu, mais qui vaut la peine d'être lu. Et je l'invite à mon émission. Oh, merveilleux. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir. Merci de l'invitation. Merci infiniment. Bon été. À bientôt. Alors, je vous laisse en bonne compagnie pour l'après-midi avec Jean-Yves Lemay.